La fraternité, ce n'est pas dans les paroles. La fraternité, ce n'est pas dans le papier. Le bout de papier qu'on vous remet là pour vous dire que vous êtes ivoirien ou camerounais ou, je sais pas moi, guinéen. Ce n'est pas ça qui décrit la fraternité du tout, du tout. On vous a menti. On vous a menti, les amis. La fraternité, sur papier, on vous a menti. Le nationalisme, ça doit être réel. Il n'y a pas de nationalisme automatique, ça n'existe pas. On y travaille, on fait un travail là-dessus. On le prouve, ça se prouve à travers les actions. L'amour du prochain, c'est ça, la nationalité. Au fait, la nationalité est un truc des Blancs. D'abord, il faut le dire. En Afrique, il n'y avait pas des nations comme ça. Pas des nations-pays. Il y avait des tribus, il y avait des clans, il y avait des familles. Quand on a créé des nations, on a décidé dans ce cas, il faudrait prouver en tant que nation. La fraternité n'a absolument rien à voir avec la couleur de peau. C'est un gros mensonge, qu'on ne vous ment pas. Faut pas croire ça. La fraternité n'a rien à voir avec ça fait combien de temps qu'on se connaît. Absolument pas. C'est un gros mensonge. Ne soyez pas aveuglés, on se connaît depuis l'école maternelle, c'est un gros mensonge. Les pires ennemis de grandes personnes, ceux qui les ont ridiculisés au jeu de la nation, en prenant leur vie, sont des gens qu'ils ont connus il y a très 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 longtemps. Et souvent des gens qu'ils ont aidés dans la vie. Ne vous trompez pas, il faut scruter tout le monde. Il faut vérifier la loyauté des gens. Écoutez, il faut vérifier la loyauté des gens, toujours. Une personne qui a été loyale à toi, à ton égard, depuis 5 ans, ne sera pas essentiellement loyale aujourd'hui. Attention, chacun travaille pour ses intérêts personnels. Il a été loyal, a commencé sa loyauté, peut-être qu'en ce moment-là, il était en difficulté. Attention, la loyauté a aussi une date de péremption. Pour beaucoup de personnes, la grande majorité en tout cas. Il faut toujours vérifier la loyauté des gens. Loyal avant, parce que vous êtes amis, et qui est ami ne veut pas dire que vous êtes loyal aujourd'hui. Les amis, lors de la conférence des Nations Unies, Abdoulaye Maïga s'est exprimé dans une histoire très intéressante sur comment est-ce que les pays africains les soumettent dans des difficultés non nécessaires. Qui les soumettent dans des difficultés, ce sont les Africains. Ce ne sont pas les Européens, on parle des Africains ici. On va essayer de comprendre. Lors de la 3e conférence des Nations Unies sur le pays en développement sans littoral qui s'est tenue à Azawa, en Turkménistan, le Premier ministre malien Abdoulaye Magué s'est exprimé au nom de l'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Je voudrais avant tout propos vous transmettre les salutations chaleureuses et fraternelles des pères fondateurs de l'Alliance des États du Sahel, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Je voudrais ensuite exprimer, au nom des États membres de la Confédération AES, ma profonde gratitude aux autorités turkmènes pour l'accueil bien chaleureux et l'attention particulière dont nous faisons l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville d'Awaza. La Confédération des États du Sahel, entourée de 11 pays voisins et côtiers, couvre environ une superficie de 2 800 000 km² et compte environ 75 millions d'habitants, majoritairement jeunes. Elle est riche de ses terres fertiles, de ses cours d'eau, de ses sources d'énergie et constitue l'un des plus grands réservoirs en ressources minières du monde. Toutefois, les 3 États de l'Interland cumulent bien malgré eux une grande partie des défis communs aux pays en développement sans littoral, tels que les coûts élevés des transports et les délais d'acheminement allongés. En dépit de ces difficultés, ils ont été victimes ces dernières années, sous des prétextes politiques fallacieux, de la violation de leur droit à l'accès à la mer et depuis la mer, ce droit pourtant consacré par plusieurs textes, comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, dite Convention de Montego Bay, ainsi que la Convention de 1965 relative au commerce de transit des États sans littoral, nécessite d'être respectée et sa violation mérite une condamnation ferme des Nations Unies. Donc il y a eu réunion discutant sur les pays sans littoral. Carrément, ça veut dire des pays qui n'ont pas accès à la mer qui est très importante d'ailleurs pour le commerce. On ne peut pas faire de commerce au niveau international sans avoir accès à la mer, c'est carrément très difficile. Sinon, il faudra faire usage des moyens alternatifs qui sont très difficiles. On l'expliquera plus tard. En tout cas, il a dénoncé un blocus logistique économique. Il accuse certains pays ou acteurs régionaux d'empêcher l'accès à la mer pour les pays de l'AES. Un droit garanti par les conventions internationales comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc, Abdoulaye Maïga accuse les pays africains. Il n'a pas cité, il n'a pas dit le nom. Okay? Par maturité et intelligence. Je ne citerai pas. Mais ceux qui sont censés être nos frères nous ont bloqué accès à la mer. Réfléchissez-y encore une fois. Vous parlez de la France, les États-Unis, l'objection, la colonisation, l'esclavage. Ceux qui sont censés être nos frères, depuis nos ancêtres, nous ont bloqué accès à la mer. Imaginez-vous, vous allez quelque part, on vous refuse de l'eau à boire. S'il vous plaît, donnez-moi de l'eau. Non. Ah, c'est dur, n'est-ce pas?
Ça fait mal. Refusez-moi à manger, mais de l'eau à boire. Refusez-moi le transport, mais de l'eau à boire. Mais c'est la même chose quand vous refusez accès à la mer, à un pays frère. Vous savez, on peut se prendre la tête avec son frère, mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que c'est ton frère. Vous prenez la tête, mais vous ne pouvez jamais aller en guerre. Regardez, même entre amis, moi je vous le dis très souvent. Entre amis, on peut pas toujours être d'accord. Il y a des fois, on n'est pas d'accord. Des fois, on n'aime pas ce que l'ami est en train de faire. Mais on ne peut jamais aller en guerre avec son ami. Aller en guerre, c'est-à-dire, tu te lèves au point où si ça va s'abîmer, ça va s'abîmer. Ça veut dire que vous êtes en guerre. Quand tu es prêt à détruire son caractère, vous êtes en guerre. Quand il est prêt à détruire ton caractère, vous êtes en guerre. Quand il est prêt à détruire ta source de revenus, vous êtes en guerre. Quand ton ami est prêt à détruire ton image, vous êtes en guerre. Ce n'est pas ton ami. Ton ami ne ferait jamais ce genre d'histoire. Parce qu'il se dirait, peut-être qu'à un certain moment, tu reviendras à toi-même, même si tu t'es perdu. Un moment viendra où tu reviendras. Un ami ne dit jamais, moi j'essaie de la paix, il répond jamais, j'ai laissé. Jamais de la vie. Les gens qui disent ça ne sont pas vos amis. Au moins, si j'essaie de le c'est faux. Un ami, c'était, il veut savoir comment ça se fait que ce gars ici ne me répond plus. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il a des problèmes. Je vais partir chez lui. C'est ça un ami. Moi aussi, il me répond pas. Ce n'est pas ton ami. Vous étiez des correspondants. Vous aimiez le basket ensemble. Vous jouiez à la musique ensemble. Vous étiez footballeurs ensemble. Vous faisiez partie du même système politique ensemble. Vous résistiez aux mêmes oppresseurs ensemble. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens se mettent ensemble. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas un frère du tout. Alors, M. Maïga a expliqué, se plaignant devant la Commission des Nations Unies. M. Maïga a dénoncé les violations répétées de droits d'accès à la mer du Mali, du Burkina Faso et du Niger, garanties par les conventions internationales. Même les conventions internationales garantissent à chaque pays le droit à la mer. Expliquons. Pourquoi on a besoin de la mer? C'est très simple. Pour un pays, par exemple, qui a besoin d'importer des choses prenons un exemple bête, venant de l'Inde, voilà l'Inde sur la carte. Pour le Mali, par exemple, il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est à travers les airs. À travers les airs, c'est-à-dire l'avion. Mais avec ça, ça coûte beaucoup cher, beaucoup trop cher. Et c'est limité en termes de capacité. Hein? C'est clair. La deuxième façon, c'est à travers la mer. Les bateaux, les navires et tout le bazar. Avec ça, c'est plus ouvert parce qu'on peut avoir autant de containers qu'on désire. Avec la mer, c'est peut-être lent, mais ça arrive quand même, finalement. Mais regardez la carte. La finalité, c'est quoi? Ça va se poser quelque part ici, autour de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Ghana ou autre chose. Maintenant, pour arriver au Mali, au Burkina Faso, au Niger, il faut impérativement traverser l'un de ces pays. Maintenant, ces pays sont pays partisans de la CEDEAO, qui depuis lors ont décidé de fermer leurs frontières. Mais ils sont censés être frères. La Convention internationale autorise à chaque pays sans littoral de pouvoir avoir accès à la mer sans difficulté. La CEDEAO a imposé des sanctions économiques et financières sévères au Niger après son coup d'État, y compris la restriction commerciale, et a menacé une intervention militaire pour rétablir le président déchu Mohamed Bazoum. Jamais la CEDEAO ne s'est léguée pour dire « allons combattre les terroristes », jamais. Mais ils se sont mis ensemble, logistiquement parlant, financièrement parlant, pour aller faire tomber Tiani, pour replacer... Vous voyez de quoi on parle, c'est ça. Évidemment, l'impact est manifeste. En tant que pays sans littoral, c'est-à-dire sans accès à l'eau, le Mali, le Burkina Faso et le Niger dépendent des pays de transit pour accéder à la mer, ce qui entraîne des coûts de transport élevés et des retards. L'objectif de la CEDEAO à l'époque, c'était simple. Nous allons bloquer le Mali. C'était le Mali qui a commencé dans l'objectif de l'engorger, si pas l'asphyxier totalement. On va asphyxier ce système et ça sera la population civile qui subira les conséquences. Parce qu'évidemment, ce ne sont pas les chefs qui subissent. Ils ont des moyens alternatifs, ils ont les moyens. Okay. C'est la population qui va se fâcher finalement parce qu'il y a la faim, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Et quand la population se fâche, elle sort dans les rues. Et cette même population peut carrément renverser le gouvernement. C'était ça l'objectif. Mais les Maliens, comme ils sont derrière leur gouvernement, ils se sont tenus fermes. Et jusque-là, ils ont résisté. La Convention des Nations Unies est très claire sur le droit de la mer. L'enclos Monténégro Bay de 1982. L'article 125 de l'enclos accorde aux États sans littoral le droit d'accès à la mer et depuis la mer à travers les territoires des États de transit par tout moyen de transport sous réserve d'accords garantissant la liberté de transit sans restriction discriminatoire. C'est-à-dire c'est un droit impératif. Okay? Même si vous ne voulez pas, vous êtes en guerre, vous êtes obligé d'accorder cette sortie à ces pays qui sont enclavés. M. Maïga a aussi parlé de l'isolement stratégique dans l'objectif d'isoler et d'affaiblir l'AES, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, depuis qu'ils ont formé une alliance. On veut les isoler, c'est clair. Vous savez, quand vous êtes dans un groupe et vous faites des suggestions, et le groupe ne veut pas accepter vos suggestions, on le rejette. Vous êtes un groupe de 17, ok, tout le monde rejette, non. Et finalement, en fin de compte, 5 parmi vous, ou 3, vous vous retirez, vous dites, bon, ok, comme vous voulez partir à gauche, nous, on va d'abord essayer si on peut, pour voir comment on va s'organiser pour partir à droite. Vous savez ce qui se passe? On fera tout ce qu'on peut faire pour vous ébranler. En effet, vous voyagez dans 2 directions différentes. Avez-vous déjà remarqué qu'en Afrique, généralement, quand quelqu'un réfléchit différemment des autres, ok, les autres, au lieu de le laisser faire ce qu'il a envie de faire, ils attendent qu'il tombe, comme ça ils vont s'en moquer. Vous avez remarqué? Les Africains, difficilement, très difficilement, veulent voir une autre personne qui s'était décidée d'aller à gauche, aller réussir.
En fait, l'Africain veut toujours avoir raison. C'est ça, c'est sa mentalité. Si toi, tu as décidé d'aller ailleurs, au lieu de dire, bon, ok, mon cher, je te souhaite toutes les bonnes chances du monde, il préférait, si tu réussis, il ne dira rien. Il va se taire. Si tu réussis là où tu es parti, il se tait. Il ne dira absolument rien. En fait, certains parmi eux seront en train de prier pour que tu échoues. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas avoir tort. Parce qu'on lui dira, au fait, à l'époque, moi j'avais dit de partir à gauche, lui il a parlé de droite. Il préférait te voir tomber. Au fait, il préférait vous voir vous tous tomber et échouer que de te voir toi réussir. C'est ça chez les Africains. Si vous décidez de vous retirer, vous formez l'AES, et que nous sommes ici, on a été là depuis très longtemps, qu'est-ce qu'on ferait? Naturellement, en tant qu'Africains, on va chercher tout ce qu'on peut comme moyen pour vous placer des bâtons dans la roue pour pas que vous arriviez à votre objectif final. Alors qu'est-ce que Maïga demande aux Nations Unies? Évidemment, c'est le Premier ministre du Mali qui part représenter l'AES. C'est une famille. Moi, je vous dis, en Afrique francophone, ici, il y a une famille entre vous. Quand il y a des gens, les seuls gens qui peuvent s'appeler frères sont ceux de l'AES. Vous autres, là, vous êtes des sorciers. Excusez-moi. Non. C'est pas une discussion. Parmi vous, il y a des gens qui sont bien, mais la grande majorité, c'est ça. Vous refusez de l'eau à vos frères. Vous êtes prêts à aller faire la guerre à vos frères. Vous êtes les mêmes pays qui sont partis en Europe. Regardez ce monsieur partir en Europe, demander la bénédiction des Européens pour aller attaquer le Niger. C'est ça. C'est ça l'Afrique. Ma visite cet après-midi a donc pour but d'expliquer notre position à l'Union européenne, ce qui a motivé les diverses mesures prises par la CEDEAO et la collaboration que nous recherchons de la part de tous nos partenaires. Comme vous le savez, le monde est un village planétaire. Un événement dans un endroit particulier affecte le monde entier. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important de venir en Espagne pour parler à nos partenaires de l'Union européenne afin qu'ils comprennent ce que nous faisons et qu'ils nous apportent le soutien qu'ils sont en mesure de nous apporter. Oh, nous sommes nationalistes, c'est ça. Maïga demande aux Nations Unies de condamner clairement ces mesures de blocage. 1. Elles freinent le commerce de la logistique. 2. Elles violent les droits fondamentaux des pays sans littoral. 3. Exacerbent la pauvreté et l'instabilité. Donc les Nations Unies doivent s'exprimer en ce qui concerne cette histoire. C'est aussi clair que ça. Les amis, l'amitié se forge, se construit. Ça peut être naturel, mais elle peut se détruire naturellement aussi. Quand beaucoup de choses prennent place, la jalousie, les ambitions personnelles, l'égoïsme et tout le bazar. Il faut faire très attention. Il faut toujours vérifier la loyauté déjà. Loyal avant ne veut pas toujours dire loyal aujourd'hui. Il faut faire très attention. Et aussi, la fraternité n'a absolument rien à voir. Rien à voir avec la couleur de peau. Vos pires ennemis ont la même couleur de peau que vous. Ouvrez-vous aux opportunités. Contrairement à ce qui s'est passé dans le passé, on a vu le Maroc réagir. Quand on a fermé l'accès au Mali, Burkina Faso, le Maroc a dit venez ici, on va vous faire passer. D'ailleurs, Maïga remerciait la Mauritanie, remerciait la Guinée, remerciait le Togo pour avoir ouvert leurs portes à la mer. Mauritanie, Guinée, Togo. La Mauritanie, pour beaucoup de personnes, est l'un des pays les plus racistes du monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous dites ça? Beaucoup de gens disent, en Mauritanie, les Noirs sont esclaves. En Mauritanie, les Noirs sont... N'est-ce pas qu'on dit ça? Mais la Mauritanie a ouvert la porte à l'AES. Pendant que ceux qui sont censés être frères, la fraternité a bloqué l'accès à l'eau. Que ceci vous apprenne une leçon très importante. God bless.